Notre région attire de plus en plus de tournages. HPI par exemple avec Audrey Fleurot, Les Petits Mœurs d'Agatha Christie, ça c'est rien que pour la télévision. Arnaud Desplechin lui a posé ses caméras pour ses films à Roubaix, ou alors on se souvient Belmondo qui était venu dans les années 70 à Tourcoing pour Le corps de mon ennemi. Et pour que les tournages se passent le mieux possible, tout un écosystème se met en place par l'intermédiaire d'un label Film Friendly. Bonjour Godefroy Vugizic. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Pictanovo et quand on a préparé cette interview, je vous ai laissé choisir la ville, vous avez choisi Mouveau. Alors pourquoi Mouveau? Parce que Mouveau est la 19e ville à rejoindre le réseau Film Friendly et que c'était l'occasion de pouvoir mettre en lumière un des décors de HPI dont vous parliez à l'instant. Alors c'est ça, j'allais dire, en plus vous avez choisi Mouveau et vous n'avez pas choisi n'importe quelle villa, la villa Arts and Craft, donc on l'a déjà vu dans HPI. Absolument, dans la saison 4. Et c'est une villa qui a une variété, une palette de décors dans l'intérieur de la villa qui a permis de faire 3 époques différentes à l'intérieur d'un même décor. Donc c'était la ville de Mouveau qui nous avait recommandé de pouvoir venir à cet endroit. Et donc c'était la démonstration de la force de ce label, à savoir que qui mieux que les habitants peuvent nous suggérer les décors adéquats. Et conseiller, absolument. Alors c'est quoi ce label Film Friendly? Alors ce label Film Friendly, c'est un label qu'on souhaite gagnant-gagnant, à la fois gagnant pour les villes qui accueillent les tournages et à la fois gagnant pour les productrices et producteurs qui souhaitent venir tourner sur le territoire des Hauts-de-France. Et donc ça nous permet d'avoir des relais donc à 19 endroits, 19 villes, 7 dans la métropole européenne de Lille et puis plusieurs dans chacun des départements, en allant de Dunkerque au Touquet, et qui nous permet donc vraiment d'accueillir et d'avoir des facilitateurs qui sont à même d'apporter des réponses et des solutions aux problématiques qui pourraient se poser aux producteurs. Ça veut dire qu'une ville qui a le label Film Friendly en tant que facilitatrice, elle a un référent ou une référente tournage, elle met en place toute une structure en fait. Toujours une ou un référent tournage qui travaille quasiment exclusivement pour la mairie, qui est un facilitateur et un interlocuteur privilégié pour nous, pour le bureau d'accueil des tournages de Pictanovo. Oui, parce que le référent ou la référente donnera peut-être les lieux les plus adaptés en fonction de ce que l'équipe de tournage veut. Toujours. Oui, D'accord. c'est l'efficience et le gagnant-gagnant pour être attractif au niveau régional, attractif en termes de tournage et attractif dans un deuxième temps en termes d'attractivité du territoire pour une attractivité potentiellement touristique quand il y a des succès comme HPI et comme vous parliez de Bienvenue chez les Ch'tis il y a quelques instants. Exemple, oui. Berg, ça continue à être un point de tourisme parce que les gens continuent à venir voir le décor de Berg. Est-ce que c'est vrai que c'est plus ou moins pour 1 euro qui est investi, c'est à peu près 4,40 € pour le territoire, c'est ça? Ça, c'est absolument. C'est quand vous savez que nous disposons d'une enveloppe qui est mise à notre disposition de 8,6 millions d'euros. D'euros par la région. Donc, parce que les sommes sont importantes, donc on pourrait se poser la question, mais c'est bien 8,6 millions d'euros. Et sur chacun des euros investis, on a 4,40 € de retombées sur le territoire, des retombées réalisées. C'est pas des retombées prévisionnelles, c'est bien du réalisé, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Et on crée un distinguo entre 2 axes. Le premier, c'est la retombée directe, c'est-à-dire des emplois directs, les techniciennes et techniciens avec leur savoir-faire qui font briller la région avec des beaux projets. Ils engagent des techniciens du cru, des acteurs aussi, des seconds rôles, des silhouettes, c'est ça, c'est des gens du cru. L'idée, c'est vraiment de faire travailler les talents du territoire. Donc que ce soit les techniciennes et techniciens, que ce soit les prestataires et que ce soit les comédiennes et comédiens pour lequel on a un accord avec France Travail, l'agence Totem, avec lequel on travaille main dans la main pour pouvoir justement avoir cette employabilité et ces retombées économiques. Si une ville a envie d'intégrer ce label Film Friendly, comment est-ce qu'elle fait? Elle vient frapper à la porte tranquillement? Elle vient frapper à la porte très tranquillement, donc du bureau d'accueil des tournages. Et puis à partir du moment où il y a l'envie, je pense qu'on a déjà fait les 3/4 du chemin, on est en train d'essayer de muscler les choses pour pouvoir avoir encore plus d'outils à mettre à disposition et le partage des bonnes pratiques, parce que c'est aussi important, la force du réseau, de pouvoir se parler les uns les autres. Je n'ai peut-être pas ce décor disponible dont ils auraient besoin, mais avec la force du réseau, on sait que la ville voisine ou que une personne du réseau peut proposer quelque chose. Donc ça, c'est pour Film Friendly côté ville, donc 19 villes avec Mouveau qui rentre. Et on a également des partenaires comme le Conseil départemental du Nord, comme Tirage Terre de Tournage dans l'Aisne,
comme Creil Sudoise. Enfin, on a quelques partenaires qui sont à un autre niveau que celui des villes, qui sont également à même d'apporter des réponses et d'être attractifs. Ça veut dire que ce réseau qui est amené à grossir, il va y avoir de nouvelles villes qui vont intégrer le réseau durant cette année 2026 ? C'est probable. Alors, on n'est pas du tout dans une démarche proactive pour aller essayer de chercher. C'est vraiment, on attend déjà que les choses se fassent connaître. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et puis à force, les choses accélèrent. Mais je pense qu'il faut respecter aussi un rythme de progression naturelle, parce que si on va trop vite, après ça peut devenir contre-productif. Donc c'est pas l'objectif. On a parlé donc de HPI, on a parlé de ce décor pour HPI, mais il y a aussi des belles réussites en termes de cinéma. Vous avez des exemples à nous proposer là. Dunkerque avec La Mourouf, par exemple, Big avec God Save the Tuche, Le Touquet avec En Fanfare. Donc ces 3 films, par exemple, ont fait déjà 11 millions d'entrées l'année dernière et l'année d'avant. 5 millions pour La Mourouf, 3 millions pour En Fanfare, 3 millions pour God Save the Tuche. Et c'est aussi quelque chose sur lequel on est attaché, à la fois au niveau régional, à la fois au niveau des communautés de communes et des villes et des différents acteurs. C'est qu'il est fondamental parfois aussi de voir les films en salle ou de voir les films à la télévision ou sur les plateformes est un énorme levier d'attractivité et donc aussi de fierté d'appartenance, ce pourquoi nous nous battons aussi. Voilà, fierté d'appartenance du territoire, visite du territoire, attractivité du territoire. Mouveau donc terre de tournage désormais. Mais alors comment est-ce qu'on peut transformer aussi une ville pour la plonger dans le passé par exemple ? Eh bien on va aller à Croix où Robin et Germain Aguès ont reconstitué une rue durant la Seconde Guerre mondiale pour le tournage de leur documentaire consacré à Lily-Léniel. Plonger une rue au cœur d'une autre époque, c'est le défi de nombreux films, de nombreuses séries et même de nombreux documentaires. Ici, on est au contour Saint-Martin de Croix, une rue avec des bâtiments de briques autour de nous et au sol, ce sont des pavés. C'est très important car ce documentaire ramène cette rue au temps de la Seconde Guerre mondiale. Les frères Aguès, Robin et Germain préparent un long métrage sur Lily Keller Rosenberg, une nordiste rescapée de la Shoah. Bonjour Germain. Bonjour. On est ici au contour Saint-Martin, on est dans une rue donc assez spécifique. On procède par étapes dans la construction de ce documentaire autour de Lily Keller Rosenberg. Comment on trouve un lieu comme celui-ci ? Est-ce que c'est par hasard ? Est-ce que c'est par connaissance ? On vous l'a conseillé ? Il y a un peu des deux, il y a un peu de hasard. C'est vrai que nous on habite, j'habite juste à côté et passant ici de temps en temps, on avait repéré que cette rue est donc pavée. C'est l'une des seules rues pavées de la ville de Croix. Donc dès qu'on a eu ce besoin, on s'est tourné vers la municipalité et on a eu cette chance-là qui nous permettent de tourner. Ils ont bloqué la rue pendant 48 heures, interdit le stationnement, ce qui nous a permis de tourner dans des super conditions. C'est difficile à obtenir ce genre d'autorisation d'ailleurs ? Pour nous, ça n'a pas été difficile. On fait la demande à la mairie. Je sais qu'il y a un délai d'environ 2 semaines légales pour que la rue doive être bloquée. Ils doivent déposer un arrêté municipal, enfin ce genre de choses. Mais non, ça n'a pas été difficile, en tout cas pas pour nous. Donc on l'a vu, il y a des briques qui nous entourent, il y a une église aussi, il y a des pavés au sol. C'est une ambiance que vous recherchiez. Quel type de scènes ont été déjà tournées ici en fait ? Alors nous, effectivement, on cherchait cette ambiance-là. On avait besoin de maisons en briques, on avait besoin des pavés. L'idée, c'était de reconstituer une rue dans les années 40. En fait, une séquence où un camion militaire allemand arrive en pleine nuit, les soldats se dispersent dans la rue et tambourinent aux portes. On est en fait quelques heures avant l'arrestation de Lily ou d'autres personnes. Et donc, il nous fallait cette ambiance-là. Donc, on a fait venir des véhicules d'époque, des figurants. On a pu compter sur vraiment un certain nombre de personnes. On est une région très dynamique et on les remercie beaucoup parce que ça nous a permis d'avoir un décor assez réaliste malgré finalement un espace assez limité quand même. Et ce décor, donc là on passe surtout on parle surtout de figurants, on parle surtout de costumes, j'imagine aussi, oui, de véhicules sur les murs qui nous entourent. Il y a des choses qui ont été travaillées aussi et j'imagine que ces grands carreaux par exemple qu'on a juste ici, vous les avez peut-être habillés autrement. Il y avait une ambiance, tout un décor créé pour cette ambiance. Tout à fait. Alors c'est vrai que là en l'occurrence on s'est dit on va plutôt ne pas filmer cette partie, c'était quand même plus simple. Donc là c'est l'éviter. Voilà, l'éviter. Mais par contre sur le mur là-bas on avait installé des affiches de propagande d'époque qu'on avait pu emprunter à des musées par exemple. Et oui, ça permet de maquiller des éléments trop modernes, ça permet de mettre du contexte aussi d'époque finalement s'il y a une date ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça permet d'habiller, ça permet de se replonger plus précisément
dans cette époque. Et donc dans ce documentaire, vous contez la vie de Lili Keller-Rosenberg, qui est rescapée de la Shoah. Elle témoigne aujourd'hui encore, elle est toujours en vie, elle témoigne beaucoup autour de ce sujet. Oui. Elle vous a aidé aussi à retranscrire ce décor, cette atmosphère de l'époque? Il y a effectivement, pour ce film-là, on a eu un certain nombre d'entretiens avec elle où on pouvait lui demander, lui poser des questions sur son quotidien pendant la guerre, des détails. Et je sais qu'on avait parlé, par exemple, des affiches de propagande qu'elle pouvait voir dans la rue, des souvenirs finalement qu'elle nous a racontés pour nous aider à créer le décor plus précisément. Et vous avez déjà travaillé sur d'autres projets avec elle auparavant? C'est une personne aussi importante que vous voulez mettre en valeur parce que c'est Oui. une personne très importante de la région. Tout à fait. Alors c'est une personne très importante de la région. C'est une personne qui compte beaucoup dans nos vies. Nous, on a eu la chance de la rencontrer quand elle a témoigné dans notre lycée. Donc pour ma part, c'était en 2012. Et donc après, on a fait un premier documentaire en 2021 qui revenait sur le destin de 4 femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que les femmes, finalement, elles ont peu de place dans cette période, sur cette période. Et donc voilà, on l'avait interviewé dans ce premier documentaire, mais on avait le sentiment qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire. Et des thématiques qui sont aussi très actuelles qu'on souhaitait aborder. Donc voilà, on a fait un nouveau film avec elle qui ne ressemble pas au premier, qui est assez différent. Et voilà, on ne peut que vous le conseiller. Qui donc sortira fin février, c'est ça? Voilà, c'est ça, le fin février, le 26 sur France 3. Et voilà, on a hâte. Combien de lieux ont été utilisés pour le décor, pour recréer cette ambiance? Il y en a une multitude, c'est dans toute la région, ça se passe comment? Peut-être une vingtaine. Alors la ville de Croix, on a beaucoup tourné, que ce soit donc ici, au niveau de la mairie, vers le parc Barbieux. Après, il y a par exemple du côté de Saint-Omer le chemin de fer touristique de la vallée de la Haye, où donc c'est un chemin de fer touristique avec des locomotives à vapeur, et on a pu faire des séquences de reconstitution là-bas, aussi avec des figurants, des éléments d'époque qui se donnent et qui nous permettent de faire des choses aussi conséquentes pour nous, parce qu'on est quand même dans une économie de documentaire. C'est parfois un peu contraignant, mais là, avec toute cette bonne volonté, cette bonne énergie, on arrive à faire des choses chouettes. Avec votre frère Robin, vous avez produit plusieurs films, plusieurs longs métrages surtout autour d'histoires Oui. d'avant, c'est ça? C'est surtout. ça, oui. Il y a eu aussi récemment Asque 44, les martyrs du Nord, qui raconte le massacre de Villeneuve d'Ascq. Là, pareil, on est sur une ambiance Seconde Guerre mondiale. C'est facile à recréer. Qu'est-ce que vous cherchez comme ambiance dans ces moments-là? On donne la parole à des témoins qui pour la plupart ne l'ont jamais eu. On se sert d'images d'archives quand il y en a, et puis on crée donc des séquences d'illustration, de reconstitution, pour essayer d'immerger un peu le spectateur. Je parlais du chemin de fer touristique de la vallée de la Haye, par exemple. Ils ont une gare qui ressemble énormément à celle d'Ascq, donc qui existe toujours à Villeneuve d'Ascq, mais qui est très moderne forcément. Et donc on a pu tourner là-bas des séquences qui se passent supposément en 44 à Ascq. Voilà. Et sur tout ce qui est les éléments extérieurs que vous pouvez apporter, des véhicules par exemple, c'est facile aussi de se produire ce genre de véhicules, peut-être en masse aussi pour certaines scènes où il y a peut-être beaucoup de véhicules. On parle aussi d'un train dans le film d'Ascq. Ce train avec ce visuel ancien, c'est compliqué aussi à avoir? Alors ça peut être compliqué. Après, on fait des appels là, par exemple pour le tournage qui avait eu lieu dans cette rue. On a fait un appel sur les réseaux sociaux. On a des gens, des collectionneurs, des passionnés qui s'investissent beaucoup à nos côtés, et on les salue, on les remercie, parce que vraiment grâce à eux on peut faire des choses assez impressionnantes. Donc là ici on avait 7-8 véhicules d'époque, c'est quand même assez impressionnant. Et après voilà, c'est un travail collectif, ça demande de l'investissement, financièrement aussi c'est un peu coûteux, mais à la fin, on arrive à quelque chose, en tout cas, qui nous permet vraiment d'aller, nous, au cœur du sujet, et c'est ça le plus important. Vous ne filmez jamais en studio, le but c'est d'avoir que du décor qui existe aujourd'hui, contemporain, naturel. Alors, c'est compliqué à trouver? Ça peut être compliqué à trouver, c'est vrai qu'on a cette appétence, nous, pour les décors réels. C'est quand même plus sympa de tourner ici dans une rue, à la tombée de la nuit. En plus, on avait eu de la neige. C'est quand même plus sympa que de faire ça, déjà dans un studio, je sais même pas comment on ferait quelque chose d'aussi conséquent. Mais ouais, c'est plus intéressant de valoriser le patrimoine de la région, d'aller dégoter des lieux. Ça peut être difficile parfois, mais plus on en fait, forcément, plus on rencontre de gens, des passionnés, des gens qui font de la reconstitution. De temps en temps, ils nous disent tiens, va voir à tel endroit, il y a peut-être ça. Donc voilà. Ça se fait quand même, à chaque fois on y arrive. Pour finir, ce documentaire sur Lili Keller-Rosenberg, 26 février, le nom? Lili, tout simplement. Voilà, c'est le récit de son destin, de son parcours. C'est elle qui le raconte. C'est narré par André Dussolier. Et donc ça revient sur son enfance, sa déportation et surtout l'après. Pourquoi avoir commencé à témoigner? Pourquoi faire ce travail dans les écoles depuis près de 50 ans? Voilà, un film vecteur de beaucoup de valeurs, de messages d'espoir aussi pour la
pour la suite. Donc voilà. Merci beaucoup Germain Je vous en prie, merci à vous. pour ces précisions, toutes ces informations. Merci aussi à votre frère Robin qui vous accompagne tout le temps Absolument. pour ces documentaires et ces longs métrages. La ville est donc un décor de film pour la fiction et parfois les bâtiments deviennent presque les stars de ce film. Le tourisme s'en réjouit, direction Bergues, et je pense que vous avez deviné de quel film on parle. Bien entendu Théo, la ville emblématique du tournage, on l'a tous deviné, c'est celle de Bergues, la ville au centre du film de Danny Boone en 2008, Bienvenue chez les Ch'tis, le film aux 20 millions d'entrées. Alors je dis la ville de Bergues et aussi sa place et son beffroi, bien entendu son beffroi de Bergues, c'est lui qui est aussi principal dans le film parce qu'il est important notamment pour l'histoire d'amour forcément. Alors, ces visites ici à la ville de Bergues, eh bien, elles sont prises en charge par Terre de Flandre Tourisme et elles sont animées par Jacques Martel et on va le rejoindre justement parce qu'on va faire justement le Ch'ti Tour pour découvrir Bergues en tant que ville de tournage et décor de tournage. Et me voici donc à l'intérieur de l'office de tourisme, enfin Terre de Flandre Tourisme, et je rejoins Jacques devant l'iconique vélo, Vélo de la Poste. celui sur lequel Danny aurait roulé, Danny Boone. Tout à fait, en tant que facteur de Bergues. Mais si Danny est facteur ici à Bergues, dans Bienvenue chez les Ch'tis, il a aussi une autre casquette, la casquette de carillonneur. Une petite question avant de monter, parce que vous nous autorisez à aller voir là-haut ce qui se Oui. passe dans le carillon. Est-ce que c'est vrai que le grand-oncle de Danny Boone était carillonneur ici à Bergues? Exact, c'est mon prédécesseur, monsieur Adelbert Carrière, qui était carillonneur ici à Bergues depuis 1934. À l'époque, il avait commencé très jeune, il avait 14 ans, et je vais le remplacer en novembre 1999. Mais c'est bien le grand-oncle de Danny Boone qui jouait le carillon de Bergues avant que je prenne sa place. Donc Jacques, là on monte 93 marches, c'est ça? 194 marches. 194. 194 pour les auditeurs belges. Ok, bah moi j'avais lu 193. Bon bah c'est parfait, ça nous fait notre sport de la journée. Tout à fait. On est presque arrivé dans votre espace de jeu, travail, oui. de travail, de jeu. Oui. Mais vous vouliez nous montrer donc les cloches parce que est-ce que c'est vrai que les cloches du film ce sont pas les vraies cloches de votre carillon? Oui, effectivement. Alors en fait, il faut s'imaginer que Danny Boone, au niveau de Bienvenue chez les Ch'tis, c'est un film à petit budget. Et il a tout de suite une idée, un flash. En fait, on va le voir en train de jouer au clavier. Ouais. La caméra est globalement ici. On le voit jouer à travers la transmission. Zoom arrière, on le voit au milieu des cloches. D'accord. Sauf que que là- pour ça, là-haut, il faut surtout enlever 1 à 2 cloches, 2 grosses cloches du carillon. Et là, tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, Danny va considérer que pour le carillon, il faut le tourner en décor. Et donc, on va tourner l'intérieur du carillon en studio à Arpajon, à 50 km au sud de Paris. On va se créer tout un carillon de cloches en polystyrène. Ce sont celles qu'on voit ici en C'est fait. ça. Et donc on voit que toutes les cloches ont vécu un certain nombre de vies depuis le tournage de Bienvenue chez les Ch'tis, parce qu'elles sont plus ou moins esquintées, elles ont des couleurs plus ou moins vives, c'est-à-dire qu'en fait elles vont servir à un certain nombre de fêtes, de festivités, elles vont servir de décoration, etc. Jacques, on est chez vous maintenant. Oui, on arrive à la cabine du carillonneur. Ah, attendez. C'est quoi ce petit gling-gling là? Alors ça, c'est la cloche du carillonneur. Attendez, il y a une cloche sur vos clés. Oui. Pourquoi? Eh bien, en fait, d'une part, je sais que c'est le trousseau de clés du carillonneur. Oui. Je ne me trompe pas. Et d'autre part, ça m'arrivait de perdre mon trousseau un beau jour au milieu d'une foule. Très rapidement, on m'a ramené mon trousseau de clés. Grâce à la petite cloche. Grâce à la petite Allez, cloche. on entre dans votre espace de... J'ai envie de dire de jeu plus que de travail, mais c'est votre travail, bien entendu. Oui, et ça, également. c'est un petit cadeau que vous nous faites parce qu'on ne peut pas habituellement entrer. Voilà, le clavier de votre carillon. 50 cloches, 4 octaves. Waouh. Donc, on a 6400 kilos de bronze au-dessus de nos têtes. De la grosse cloche qui fait 1500 kilos. Oui. Jusqu'à la toute petite qui fait 14 kilos. Et ensuite, on va pouvoir donner l'heure sur la grosse cloche.
Alors c'est ce carillon, bien entendu, dans le film qui va permettre la déclaration, la demande en mariage. La demande Voilà, en plus mariage. que déclaration, la demande en mariage. Véritable décor. Alors il y a d'autres décors. On va y retourner, on va redescendre. Oui. C'est 194 marches. Ça va peut-être me permettre justement de les compter. Et on vous retrouve donc en bas pour continuer à visiter ces décors emblématiques de Bienvenue chez les Ch'tis de ces Hauts-de-France, terre de tournage. Bon Jacques, là c'est bon, j'ai reconnu le décor. C'est le fameux pont où Danny Boone et Cadmerade vont faire pipi, décor naturel, c'est ici. Connelly. Ah, pourquoi En- non? En fait, la plupart des visiteurs qui viennent à Berck, quand ils arrivent ici, ils sont prêts à soutenir Mordicus, que c'est ici qu'on a Oui. tourné la fameuse scène du pipi. En fait, ça va bien être tourné en décor naturel, mais c'est pas ici, c'est un petit peu plus loin, sur le canal. Bon bah alors allons-y, un petit peu plus loin sur le canal. On est parti. Alors nous voilà arrivés exactement où étaient nos deux postiers à vélo. Voilà. Donc Danny Boone était ici, Cadmerade était Ici. de l'autre côté, ce qui vous permet de mieux imaginer la scène dans son décor 100% naturel. c'est clair. Et il faut s'imaginer qu'au cinéma, on ne fait jamais pipi pour de vrai. Donc normalement, au cinéma, pour faire pipi, on vous dote d'une poche plastique que l'on Ouais. vous met sous le bras. Il y a un petit tuyau qui arrive juste là où il faut, moyennant Et on a- quoi voilà. ça permet d'utiliser cette poche. Et au niveau du tournage, ce merveilleux accessoire, ça ne marche pas. Et Bon, donc bah Danny est très perturbé parce qu'en fait, au cours d'un tournage, on ne peut pas s'arrêter de tourner, ça Ouais. coûte trop cher. Et donc, en désespoir de cause, il va dire, on va voir ça après, on va aller se consoler. Et pour se consoler, ils vont aller boire entre 6 et 7 verres de bière. Alors à consommer avec modération, je le rappelle, parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et au bout de 6 ou 7 verres de bière, c'est vrai que on est bien consolé, on a oublié tous les soucis. Maintenant, on a un donc, petit souci technique, c'est qu'on a une grosse envie. Nos deux hommes vont se mettre en bordure du canal, ils vont faire pipi pour de vrai. C'est le seul pipi 100% naturel du cinéma, ça on n'avait jamais fait. Alors 100% naturel, 100% décor naturel. Il y a un autre décor qui lui a été un peu transformé, c'est donc la fameuse poste. Oui. On va y aller parce que ce n'est pas la poste de Berg. Alors attention, maintenant à Berg, on a deux postes. On a la fosse et, Et la la vraie. vraie. Alors allons voir la fosse. Alors voilà la fosse. Donc ça c'est la poste du film, mais c'est pas une vraie poste. Non, en fait, c'est le bâtiment de Gaz de France. Simplement, la Poste française va refuser que l'on utilise la Poste de Berg. Elle va d'ailleurs mettre un certain temps avant de donner sa réponse. Et donc, au niveau du film, il va falloir trouver un bâtiment qui ressemble à un bâtiment administratif comme un bureau de poste. Et on va s'intéresser à ce bâtiment qui, à l'époque, est le bâtiment de Gaz de France. Donc, on va le transformer, on va le décorer, puisqu'en fait, on a le droit d'utiliser les logos de la Poste, la signalétique de la Poste. Par contre, on n'a pas le droit de tourner dans la véritable Poste de Berg. Alors à l'intérieur, c'est beaucoup plus compliqué. C'est qu'au niveau de Gaz de France, pour faire des économies d'énergie, on avait descendu les plafonds à 2,50 m de haut. Et à 2,50 m, on est trop bas, on ne peut pas éclairer comme il faut une scène de cinéma, on serait trop proche des projecteurs. Et donc en fait, l'intérieur de la Poste sera intégralement tourné en studio à Arpajon. Eh bien voilà, donc on a une partie ici à Berg, décor de tournage, et une partie à Arpajon. Bon ben, Jacques, je vous propose de terminer notre petite balade. Alors même si ce n'est pas le tour officiel, on vous le dit, là on a eu des petites choses, et puis comme ça vous viendrez découvrir. On va terminer devant la vraie poste, et puis la mairie, parce que la mairie elle a aussi une petite histoire particulière avec le film et la pluie. Ça y est, nous sommes devant la vraie poste. Alors c'est génial parce qu'on a l'impression de revivre le film avec vous. Est-ce que vous avez été figurant pendant le tournage ? Alors j'ai essayé d'être figurant, j'ai fait le casting des figurants, soit dit en passant, pour un film comme Bienvenue chez les Ch'tis, il y a 400 personnes qui se présentent et on en embauche 200. Mais en fait, au niveau de ce casting, en avril 2007, c'est déjà un événement, puisque c'est pas 400 personnes comme prévu qui vont se présenter au casting, c'est 1400 personnes. D'accord, 1400 personnes. Et donc vous, alors, à la fin ? Mais pas moi. Bon, mais est-ce que vous avez vu le tournage se faire? Est-ce qu'il y a une anecdote, quelque chose du film dont vous vous souvenez qui vous a totalement marqué? Alors oui, par exemple, c'est là où je me suis aperçu qu'une caméra était tout sauf objective. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, au niveau de la scène de déclaration d'amour, quand Antoine descend du carillon pour se jeter dans les bras d'Annabelle, on a l'impression qu'ils sont seuls au monde. En fait, autour, il y a quand même 300 techniciens et 600 bergois qui regardent le tournage. Un tournage de nuit en plus. Et alors, on va terminer par un autre lieu emblématique du film, c'est la mairie, puisque la mairie va servir aussi pour cette fin de déclaration d'amour.
Oui, puisqu'en fait, c'est au niveau de la mairie de Berck qu'on va avoir la scène du mariage. Donc, on va occuper les lieux, soit dit en passant, de 5 heures du matin jusqu'à 13 heures l'après-midi. Tout ça pour une scène qui va durer 9 secondes à l'image. Et donc, on va avoir tous les acteurs du film, une bonne partie des figurants qui vont se retrouver à l'intérieur du Salon Blanc. Le seul acteur qu'on ne va pas voir dans le film, c'est Michel Galabru, parce qu'en fait, il est retenu sur un autre tournage dans le sud de la France. Et la mairie a vécu un petit désagrément de tournage, si je puis dire, parce qu'il fallait montrer, alors aujourd'hui il pleut un petit peu, il fallait montrer qu'il pleuvait quand Cadmerade arrive et ça a eu un petit effet négatif, je crois. Alors en fait, pour bien démonter cette image d'un climat désastreux où il pleut tout le temps, Danny Boone va faire venir un système particulier au cinéma qu'on appelle le système des rampes à pluie. Donc les rampes à pluie vont vous envoyer d'énormes gouttes d'eau que l'on voit à l'image. Donc on va utiliser des rampes à pluie. Certaines sont sur des grues à nacelle et notamment on va mettre ces rampes à pluie tout le long de la façade latérale de la mairie et on va envoyer tellement d'eau que le lendemain il y a le plafond de la secrétaire de mairie qui va tomber. Voilà un petit peu les désagréments de tournage. On se rend compte en fait, en discutant avec vous Jacques et en faisant cette visite que vous pourrez faire vous aussi, on vous a pas tout montré, que finalement Danny Boone a placé Berck au centre d'une carte mondiale, mais surtout que la ville en elle-même est un décor star en fait. C'est un beau décor et en fait on n'a pas tout montré. Si vous voulez, il y avait un ancien président d'office de tourisme qui disait qu'en fait, bienvenue chez les Ch'tis, c'est un peu l'effet qui se coule. On vient par rapport au lieu de tournage, mais dès qu'on rentre en ville, il faut traverser une muraille, il faut passer une porte fortifiée, ça on l'a pas vu. Qui domine la ville, on a les ruines de l'abbaye, ça on l'a pas vu dans le film. Donc véritablement, c'est une découverte. On voit très nettement dès le départ qu'on n'a pas tout vu dans une ville comme Berck. Donc voilà, Berck au centre de tout. Donc ça veut dire que maintenant, c'est à vous aussi, téléspectatrices et téléspectateurs, d'être curieux, de venir ici à Berck, de faire donc le Ch'ti Tour avec Jacques ou avec d'autres de l'Office de tourisme, bien entendu, de visiter cette ville. Et puis donc, les réalisatrices, réalisateurs de films, de séries, de documentaires, eh bien voilà, n'hésitez pas, venez poser vos caméras ici à Berck et pourquoi pas dans le reste de la région, dans les Hauts-de-France, une véritable terre de tournage.